بواحش الشيء اركب سدي ذهبيا ترس سدافين اركب سدي ذهبيا ترس سدافين لعشقك عشق بوجك يبدل غفتر كين حافينا عفو العيون ارقد رجينا وقضوا. De la tenue de la 59e session du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, qui a eu à examiner le rapport périodique de l'État tunisien. Tamazra a présenté un rapport à cette occasion. Et voilà, donc je pense que c'est important de parler de la question amazigh en Tunisie, du volet qui sera bien développé par Khaled, et parler de ce rapport, des raisons qui ont amené Tamazra à faire ce rapport, et bien sûr des débats qui ont eu lieu à Genève à cette occasion. D'abord, ce qu'il faut savoir, donc, ça c'est vraiment rapidement, pour l'État tunisien et la majorité, vous le savez tous, l'ère Bourguiba Ben Ali est une ère de dictature, est une ère d'hégémonie d'un régime et d'une culture, d'une langue et d'une religion. Quand bien même on a dit que le régime Ben Ali au Bourguiba sont laïcs, mais bon, l'islam quand même avait une place privilégiée. Il a été toujours instrumentalisé contre la majorité, et d'ailleurs le régime d'après 2011 le confirme. Donc il y a eu une attitude qui n'est pas, en fait, qui n'est pas différente des voisins de l'État algérien, l'État marocain et autres. Donc ils n'ont rien inventé, l'État tunisien n'a rien inventé. Il a eu exactement la même attitude. C'est une attitude au fait qui vise à l'éradication de la majorité, qui a été toujours au centre de leur politique. Pourquoi l'éradication de la majorité? Parce que cette majorité gêne un projet qui est l'arabisation et l'islamisation de l'Afrique du Nord. Donc pour réussir ce projet, il faut bien supprimer ce qui gêne. Ce qui gêne, c'est la majorité. Voilà, donc, mais je laisse donc ce volet la majorité et l'État tunisien, je laisse pour Khaled qui va le développer. Alors Tamazra et la question amazigh en Tunisie, il faut savoir que ce n'est pas la première fois que Tamazra va à l'ONU pour défendre la majorité en Tunisie. On l'a fait en 2003, en 2008 et en 2009. En 2003 et 2009, on l'a fait devant un autre comité, un autre organe des Nations Unies qui s'appelle le Comité pour l'élimination des discriminations raciales, le CERD. Tamazra avait présenté à l'époque, donc en 2003 déjà, un rapport, même si on n'avait pas beaucoup d'éléments, pour plusieurs raisons. On avait très peu de contact avec la Tunisie, vu le régime, la nature du régime. Le peu de Tunisiens qu'on a rencontrés, avec qui on a eu des contacts, avaient peur, entre guillemets, c'est simple, ils avaient peur, ils avaient du mal à assumer déjà la majorité publiquement, à l'afficher publiquement. Et de là à faire un travail pour constituer un rapport, c'est pas évident. Donc à l'époque, on a travaillé vraiment avec les moyens du bord, avec les quelques contacts qu'on a eus, et les lectures qu'on a eu aussi, même s'il n'y avait pas grand-chose. On a fait quand même un rapport qui a, grâce auquel on a pu avoir des recommandations du CERD, des recommandations qui ne sont pas d'ailleurs minimes. Aussi bien en 2003 qu'en 2009, parce qu'en 2009 aussi on est reparti pour le même comité, le CERD, dans les deux sessions, a émis des inquiétudes quant à la situation de la majorité en Tunisie, et il y a eu des recommandations pour l'État tunisien. Bon, ces recommandations, elles sont d'ailleurs dans le rapport de Tamazra, vous pouvez le voir, mais par exemple, je vous dis en 2003,
Donc, il dit par exemple, le comité prend note de l'opinion exprimée par l'État partie au sujet de l'homogénéité de sa population. Toutefois, étant donné que le rapport lui-même fait état des libertés et des droits reconnus aux non-arabes et aux non-musulmans, et compte tenu de l'absence de données statistiques sur la composition ethnique de la société tunisienne, le comité recommande à l'État partie de fournir dans ses rapports ultérieurs des estimations de sa composition démographique, comme demandé au paragraphe 8 des principes directeurs concernant la forme de la teneur et la teneur des rapports. Il appelle l'attention de l'État partie sur sa recommandation générale. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles le comité, l'État tunisien s'est engagé. Et il continue en disant que le comité note que l'État partie n'a pas fourni de renseignements sur la population berbère ou amazigh, ni sur les mesures prises aux fins de la protection et de la promotion de la culture et de la langue berbère. Étant donné l'absence de toute mention de ce groupe dans le rapport, il souhaite recevoir des informations concrètes à ce sujet et recommande que davantage d'attention soit donnée à la situation des Berbères en tant que composante spécifique de la population tunisienne. Donc ça, c'était dans les recommandations et les conclusions du SAD en 2003. Pour vous dire que c'est vrai que l'initiative de Temazra en 2003 n'a pas été pour rien, alors qu'on avait affaire à un État dictatorial où, de toute façon, les libertés de manière générale n'avaient pas de droit de cité, et que même les Amazighs de Tunisie ne pouvaient pas assumer leur amazigité, mais on a pu quand même faire passer ça au niveau des Nations Unies. En 2009, comme il y a eu 6 ans, on a travaillé 6 ans en plus, mais la situation en Tunisie n'a pas changé, on a pu avoir davantage de recommandations. Pourquoi? Parce que l'État tunisien, quand il est retourné en 2009, il n'a rien fait. C'est-à-dire qu'il n'a pas répondu aux recommandations du comité de 2003. Donc du coup, nous, bien sûr, on s'est appuyé là-dessus pour leur dire, voilà, cet État, il ne vous écoute même pas. Il ne vous écoute pas, vous lui faites des recommandations et il n'en tient pas compte. Et donc, du coup, les recommandations du CERD ont été plus nombreuses. Je ne vais pas vous lire toutes parce que sinon ça nous prendra beaucoup de temps. Mais vous avez la possibilité de voir tout ça dans le rapport de Temazra. Alors, pour cette année, donc 2016, bien sûr, nous avons une situation beaucoup plus favorable pour nous. Alors, bien sûr, juste, il faut que je signale, pour que ça soit clair, Temazra n'est pas la seule organisation à être présente à Genève, c'est la dernière fois. Il y a eu, en tant qu'organisation amazighienne, Temazra, il y a le CMA, le Congrès mondial des Amazighs, et il y a aussi un certain nombre, une quinzaine, je pense, une quinzaine d'organisations et d'associations de la société civile tunisienne qui ont présenté un rapport commun. Mais bon, malheureusement, dans ce rapport, il n'y a aucune mention à la majorité. Ils ont parlé de plein de questions, mais aucun mot sur la majorité. Et pour le nombre, je vais vous dire par exemple comme ça, les organisations, l'Union Générale Tunisienne du Travail, le Forum Tunisien des droits économiques et sociaux, l'Association Tunisienne des femmes démocrates, l'Association Tunisienne de défense du droit à la santé, l'Observatoire Tunisien de l'économie. Tous ceux qui n'ont rien à voir avec Temazra et la Association maghrébine de la sécurité sanitaire des aliments, l'Union nationale de la femme tunisienne, le groupe Tawhida Benchir, plateforme tunisienne d'économie sociale et solidaire, association culturelle Ibn Rushd, association tunisienne de défense du secteur public, association tunisienne de défense des droits de l'enfant, citoyenneté et démocratie, eau et développement, éco-conscience, réseau euro-méditerranéen des droits de l'homme. Donc voilà, toutes ces associations, donc, ils ont fait un rapport commun. Malheureusement, il n'y a pas un mot sur la majorité. Oui. Donc, Temazra n'était pas la seule, mais bon, on a notre façon, bien sûr, de présenter les choses et notre rapport, bon, vous l'avez, pour certains d'entre vous, peut-être vous l'avez lu. Donc, le but pour nous, c'était de mettre l'État tunisien devant ses responsabilités, même si Temazra ne croit pas que l'État tunisien ou un autre État en Afrique du Nord puisse vraiment avoir une attitude sincère envers la majorité. Mais nous, on se dit que cette occasion qui nous est offerte devant les instances internationales,
que ces États sont censés respecter leurs recommandations. Ils ont signé leur pacte et leur convention. Donc c'est une occasion de prendre à témoin des mécanismes des droits de l'homme pour leur dire voilà, les États n'écoutent pas vos recommandations et il y a des problèmes concrets, des problèmes très sérieux dont ils s'en occupent pas. Et votre devoir, en tant que mécanisme des droits de l'homme, votre devoir est de les contraindre, entre guillemets, parce qu'en réalité, il ne peut pas les contraindre à assumer leurs responsabilités et à faire en sorte que ce qu'ils ont signé, qu'ils respectent ce qu'ils ont signé, parce qu'ils ont signé des pactes et des conventions, qu'ils les respectent, c'est tout. Donc le but pour nous, c'était de relever tout ce qui ne fonctionne pas par rapport à Tamazight. Et bien sûr, en 2016, entre 2011 et 2016, on a pu établir plein de contacts avec des militants en Tunisie, avec des associations. On a pu faire des déplacements, on a pu voir sur place. Et puis, il y a des choses qui se sont faites depuis 2011. Il y a des associations qui sont mises en place, il y a des activités qui se font régulièrement. Il y a un militantisme apparent. Aujourd'hui en Tunisie, beaucoup, il y a des milliers qui assument leur majorité, qui descendent même dans la rue pour l'exprimer et pour demander des droits. Donc tout ça est au grand jour. Donc on ne peut pas le cacher, l'État tunisien ne peut pas le cacher. Et ça a pu bien sûr alimenter notre rapport qui a atteint pratiquement une trentaine de pages, ce qui fait la différence avec celui de 2003 où il était un rapport qui c'est vrai qu'il n'était pas volumineux, mais qui posait quand même, qui posait des problèmes. De toute façon, le fait de l'absence même, à l'époque, nous on a défendu le fait que même des Amazirs de Tunisie ne peuvent pas s'exprimer, ça montre qu'il y a une répression féroce vis-à-vis de ces gens-là. Et puis, pourquoi l'État tunisien se refuse à parler de ça? Alors, pour 2016, notre rapport, on a essayé d'abord ce qui est facile, bien sûr, on a essayé de pointer les textes officiels de l'État tunisien, à commencer par la Constitution. La Constitution qui ignore complètement, qui ignore la majorité, qui ignore le fait amazigh. Donc là, nous, on a dit que c'est pas normal et on ne peut pas dire que la Tunisie s'est fait juste d'une communauté qu'on peut appeler arabe. On ne peut pas réduire la majorité à l'arabité et l'islamité, sinon où est la démocratie, où est le respect des droits de l'homme et le droit des minorités. Parce que qu'on le veuille ou non, en Tunisie, il y a une minorité qu'on appelle la mazérophonie. Les amazérophones sont une minorité en Tunisie. Et les minorités, il y a des conventions internationales, il y a des conventions, il y a des pactes qui disent que les minorités doivent être protégées. C'est-à-dire que, autant peut-être que pour des groupes qui ne sont pas minoritaires, il n'y a pas urgence, mais quand il y a une minorité, il y a urgence à les protéger, il y a des mesures spéciales pour ces minorités. Alors, la minorité amazérophone en Tunisie est une réalité. Aujourd'hui, il y a 8 villages uniquement qui s'expriment en tamazight au quotidien en Tunisie. Donc c'est une minorité, qu'on le veuille ou non. Je dis bien, les amazérophones sont une minorité. Après, bien sûr, il y a un autre débat. Pour Tamazra, en Afrique du Nord, il n'y a que des Amazirs. Il y a des Amazirs, et puis il y a d'autres populations, d'autres peuples peut-être qui sont venus. Depuis des siècles, ils viennent, mais quand ces gens-là viennent, ils se mélangent aux Amazirs, ils deviennent Amazirs. Et puis de toute façon, pour l'élément arabe, même s'il y a 14 siècles, parce que l'élément arabe est arrivé en Afrique du Nord il y a 14 siècles, avec l'arrivée de l'islam. C'est-à-dire que c'est l'islam qui est venu en Afrique du Nord. Quand l'islam est venu en Afrique du Nord, il est venu d'abord, bien sûr, il est venu en guerre, en conquérant. Donc il y a eu des guerres qui sont en fait, donc c'est des guerriers qui sont venus. Les guerriers qui sont venus, il n'y avait pas que des Arabes, il y avait des Arabes, des Perses, des Turcs, des Kurdes, des Égyptiens, des gens de toutes les nationalités qui étaient musulmans à l'époque. Et quel que soit le nombre de gens qui sont venus, ils sont devenus Amazirs. Et même d'ailleurs, nous on l'a dit plusieurs fois, il y a 14 siècles, même si on a pris, il y a 14 siècles, on a pris toute l'Arabie Saoudite, tous les gens de l'Arabie Saoudite,
on les met en Afrique du Nord, ben, ils vont se dissoudre en Afrique du Nord, parce que l'Afrique du Nord est énorme. L'Arabie Saoudite, c'est du désert, c'est une poignée de gens par rapport aux Amaziens. Donc il n'y a pas d'Arabes en Afrique du Nord. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont Arabes. Hein? Il y a des gens qui pensent qu'ils sont Arabes. Alors les gens qui pensent qu'ils sont Arabes, qu'est-ce qu'on peut faire pour le bon? Ils peuvent toujours penser qu'ils sont Arabes. Mais nous, à Tamazight, on dit qu'en Afrique du Nord, il n'y a pas d'Arabes. Il n'y a que des Amaziens. Hein? Et l'identité de l'Afrique du Nord, c'est la majorité qui s'est enrichie de tous les apports que toutes les civilisations qui sont passées par l'Afrique du Nord ont apporté. Et les civilisations, il n'y a pas que la civilisation, son peuple et sa civilisation arabo-musulmane qui est passée par l'Afrique du Nord. Il y a plein d'autres civilisations, hein, d'ailleurs beaucoup plus intéressantes au niveau apport donc, au patrimoine nord-africain. Si on va par exemple sur le plan de l'architecture, qu'est-ce que la civilisation arabo-musulmane a apporté à l'Afrique du Nord? Il a détruit, c'est tout. Il me semble qu'ils ont versé dans la destruction. D'ailleurs, ils continuent à détruire les vestiges nord-africains. Alors que d'autres civilisations, comme la civilisation par exemple romaine, a apporté des choses. Hein? Aujourd'hui, on a toujours des ruines berbéro-romaines qui montrent qu'il y a quelque chose d'intéressant qui est passé par là. Malheureusement, bon, les États qui sont en place, et voilà, ils sont en train de détruire tout ça. Quand on le détruit pas, on l'abandonne. Mais quand on abandonne quelque chose, forcément, donc, c'est voué à la disparition. Donc voilà, on a axé là-dessus, on a axé sur le fait que les textes ignorent complètement la majorité. Et puis bien sûr, après, on s'est appuyé sur la réalité, sur des éléments concrets, à savoir que nous avons un certain nombre d'associations amazières qui existent en Tunisie. Heureusement, ça c'est un point positif. Hein. Heureusement que ces associations sont autorisées. À notre connaissance, à part une association qui s'appelle Numidia, qui n'a pas eu d'autorisation, toutes les autres associations ont été autorisées. C'est-à-dire qu'on n'a pas, après peut-être on va nous donner d'autres informations, mais on n'a pas notre connaissance de refus de constitution d'associations. Mais ces associations qui sont constituées, elles ne bénéficient d'aucun soutien. On n'interdit pas leurs activités. On n'a pas aussi il n'y a pas d'encouragement, mais il n'y a pas d'interdiction. On n'interdit pas comme ça de manière formelle la tenue d'activités amazières. En tout cas, si on avait des interdictions formelles, on l'aurait signalé. Par contre, nous avons des artistes aussi, des artistes amazières dont le statut d'artiste n'est pas reconnu, alors que c'est des artistes. Il y a des artistes amazières. Nous avons donné d'ailleurs le cas de Zahar Natwiran, qui s'est vu quand même parfois intimidé gentiment. Il a été empêché d'aller en Libye pour participer à un festival. Tout ça parce qu'il est un artiste amazigh qui se déplace avec son groupe. Et bien sûr, il y a aucun, quand je dis aucun encouragement, ça veut dire ça. Il y a de la discrimination. Il y a de la discrimination. Bien sûr, il y a de la discrimination. Donc, ils n'ont pas accès aux mêmes moyens que les autres. Donc, ils ne passent pas à la télé, ils ne passent pas à la radio, on ne finance pas les activités où l'art amazigh s'exprime. Donc, voilà, c'est la majorité, la culture amazigh, la langue amazigh, bien sûr, est victime d'une discrimination. Pour la langue, c'est très simple, de toute façon, elle n'existe pas à l'école, elle n'est pas enseignée. Elle n'est pas enseignée, donc pourquoi elle n'est pas enseignée? Donc, c'est simple à le démontrer, elle n'est pas à l'école. Donc tout ça donc, nous a permis de pointer les défaillances de l'État tunisien. Et puis, il y a aussi autre chose sur le plan civilisationnel. Il y a le fait que le patrimoine archéologique pré-islamique de la Tunisie, quand il n'est pas saccagé, il n'est pas protégé. Bien sûr, les exemples ils sont nombreux. On peut donner plein d'exemples. Mais bon, comme devant un mécanisme des Nations Unies, c'est toujours bien de documenter les exemples, parce qu'on peut leur raconter plein de choses. Mais bon, eux, ils ont besoin de documents, de documenter des faits. Donc, nous avons quand même trouvé, il y avait au moins un article d'un média tunisien qui a parlé d'un site archéologique au sud de Djerba, et qui a été victime de saccage et de pillage avec la complicité de l'État, des services de l'État. Donc il a été saccagé et pillé
avec la complicité de l'État. Donc vraiment le journal a bien détaillé les faits, au point, ils sont arrivés même au point où les personnes qui ont saccagé, qui sont responsables de saccage, ont été reconnues, ils ont été arrêtés par la police, mais relâchés sans problème. Et ces personnes-là, ils ont ça, bien sûr, ça nous a été très utile pour convaincre les experts du comité des droits économiques, sociaux et culturels du fait qu'il y a quand même une défaillance, une complicité énorme de l'État tunisien. Donc voilà, tout ça a fait que lors des débats, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons eu un entretien avant l'examen du rapport tunisien. Nous avons eu un entretien avec certains experts, donc qui on a exposé l'essentiel du rapport. Les autres organisations aussi ont fait le même, notamment celle de la société civile tunisienne. Et ils nous ont posé des questions, un complément de questions pour comprendre. Et lors des échanges qui ont eu lieu donc, le 22 septembre et le 23 septembre entre la délégation du gouvernement tunisien et les experts, il faut savoir que la délégation du gouvernement tunisien a été conduite par le ministre qui est en relation avec la société civile et les droits de l'homme. Et il s'appelle, comment ça s'appelle? Belgharbia, voilà, Mehdi Belgharbia, voilà. Mehdi Belgharbia, c'est lui qui était qui a conduit le nouveau ministre. Voilà, qui a conduit la délégation. Donc, lors de cet échange, d'abord, ça a commencé par l'exposé du rapport tunisien par la délégation. Donc là, bien sûr, il n'y a aucune mention de la majorité. Dans la première vague de questions des experts, il y a eu au moins 3 questions sur la question amazigh. D'abord en disant, voilà, mais comment ça se fait que vous ne citez pas l'existence des Amazighs, et puis une question sur l'absence d'enseignement et de prise en charge de la culture, et une question aussi sur le patrimoine archéologique. Donc après, il y a eu la réponse de la délégation tunisienne. Et là, c'est le ministre lui-même qui a tenu à répondre par rapport à la question amazigh. Et comme par hasard, c'est pas un hasard, alors il y a eu des réponses, la plupart des réponses étaient en arabe, y compris le ministre, mais quand c'était la question amazigh, on parlait en français, et pour lui, il a dit non, la Tunisie, il n'y a pas de problème, on n'a pas de problème avec les Amazighs, on n'a pas de problème avec personne, avec les minorités. Le seul problème qu'on a, en fait, on ne connaît pas ces minorités. Et il faut qu'il n'y ait pas encore un travail de fait pour que ces minorités soient connues. Alors voilà l'argument pour lui. Vous imaginez un peu, c'est un peu ridicule de dire ça. Un État, alors que moi je ne suis pas un État. La première fois que j'ai été en Tunisie, j'ai repéré 8 villages qui parlent amazigh. Très facile. J'ai été en touriste entre guillemets, j'étais en touriste, oui, de toute façon. J'étais en touriste. Alors l'État tunisien, il est indépendant depuis plus d'un demi-siècle. Ils ne connaissent pas encore leur minorité. Mais il dit que nous, il n'y a pas de problème. De toute façon, si les Amazighs peuvent venir nous voir, les portes sont ouvertes. Mais bon, c'est juste, il faut juste qu'on sache combien ils sont. Donc c'était un peu ridicule. Donc les experts, bien sûr, ils sont pas bêtes. Ils ont compris qu'il y a un problème. Et ils sont revenus dans la deuxième vague de questions. Ils ont dit c'est bien que le gouvernement soit ouvert, soit dise qu'on reconnaît les minorités et tout. Mais nous, on aimerait bien quand même savoir qu'est-ce que vous allez faire de concret pour l'enseignement de la langue, pour protéger cette minorité, pour enseigner la langue, pour soutenir la culture. Bon, après, quand le ministre a répondu, il a répondu encore le lendemain, le vendredi. Bon, les réponses sont restées toujours vagues en disant voilà, nous on va faire, il n'y a pas de problème, on respecte. Donc ça reste des déclarations de bonne intention, comme d'intention, mais ils n'ont rien dit de concret. Donc là, le comité des droits économiques, sociaux et culturels a fait ses conclusions, ses observations. Malheureusement, normalement, il devait être rendu public hier. C'est hier qu'ils les ont adoptés. Il devait être rendu public, mais bon, pour des raisons peut-être des raisons internes de leur secrétariat, ils ne seront rendus publics que lundi.
Hein, donc on les aura lundi. Mais on sait déjà normalement, hein, théoriquement, on sait que, parce qu'ils ont fait un communiqué de presse dès le 23 ou le 24 septembre, d'ores et déjà on sait qu'ils ont pointé trois questions très importantes. Hein. Reconnaître l'existence à Mazir, donc on ne peut pas dire que la Tunisie c'est les Arabes. Hein, donc il faut qu'ils donnent leur composante ethnique, il faut qu'ils disent qu'il y a des Amazirs. Donc il y a ça, la prise en charge de la langue et de la culture amazigh, et puis la protection du patrimoine archéologique. Donc ce sont trois questions qui ont été pointées lors des échanges, et forcément ils vont apparaître dans les conclusions et les recommandations. Donc maintenant, Tamazra, donc on a fait, hein, pour l'instant, on a suivi le dossier, on a été là-bas, on a essayé de rendre public. Dès que les recommandations sont publiées, bien sûr, on va les relayer, hein, on va faire savoir ce que reproche le comité d'archéologie culturelle à l'État tunisien. Et bien sûr, on va dénoncer leurs défaillances et leur politique anti-amazigh. Et on fera en sorte, comme on l'a toujours fait, on fera en sorte d'agir auprès des associations amazighs en Tunisie, mais aussi auprès de tous les acteurs amazighs, des artistes, des réalisateurs, des militants, des universitaires, pour qu'ils puissent mettre à l'État tunisien devant le fait accompli, devant sa responsabilité, et le pousser à les assumer justement, assumer sa responsabilité, à faire en sorte, ne serait-ce que respecter ses engagements internationaux et assurer un minimum de ces droits qui sont reconnus aux Amazighs, y compris par les instances internationales. Voilà donc ce que j'ai à vous dire par rapport à notre rapport, qui encore une fois, je le redis, est disponible, hein, il est disponible sur Internet. Oui, j'ai oublié de vous dire, bien sûr, que Tamazra, comme le font la plupart des organisations qui font des rapports alternatifs, on a suggéré, hein, des propositions de recommandations. On a intitulé ça « Nos propositions pour l'élimination des violations envers les Amazighs » et on a fait 13 propositions. Hein. Bien sûr, bon, vous imaginez bien que le comité ne va pas reprendre les 13 propositions, parce que sinon les recommandations, ça sera des recommandations qui sont Amazighs, alors que c'est les droits économiques, sociaux et culturels, il y a plein de questions. Mais voilà, nous on a essayé de pointer le maximum de questions, le maximum de problèmes. Le comité, ils prennent ce qu'ils peuvent prendre. Voilà, bon, fin du mieux en ce qui me concerne, et là je laisse la parole maintenant à Khalid. Il veille à la consolidation de la langue arabe, sa promotion et sa généralisation. Il dit aussi qu'il encourage l'ouverture à d'autres langues et à d'autres civilisations et veille à la diffusion et culture des droits de l'homme, ce qui est bien. Mais la première partie, ne pensez pas vous qu'elle est problématique pour les communautés en Tunisie qui sentent une autre identité différente à l'identité arabe ou musulmane, si le projet est que l'éducation renforce une identité arabe et musulmane. Et je pense bien sûr, entre autres, et je rentre ici, notamment à la communauté amazigh, qui c'est une communauté qui fait partie de la Tunisie et qui est une communauté qui ne se sent pas appartenante au monde arabe, mais au monde berbère, et qui veut donc parler et s'exprimer dans leur langue et défendre leur culture et leur identité culturelle. Alors, quelles sont, et c'est ma question numéro 8, quelles sont les mesures que compte prendre l'État de la Tunisie pour protéger l'identité amazigh et promouvoir l'usage de la langue amazigh, et notamment dans les villages où encore l'amazigh est parlé, mais non seulement dans ces villages, parce qu'il y a beaucoup d'amazighs qui sont d'identité amazigh, même s'ils ne sont pas amazigophones. Et donc, quelles sont les stratégies de l'État de la Tunisie vis-à-vis de cette